Bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes pour cette première table ronde qui va concerner donc le harcèlement scolaire et comment lutter contre le harcèlement scolaire. Donc il y a trois intervenantes. Pauline Bouty qui est professeure dans le secondaire, Shaika Akso qui est en visio et qui est vulgarisatrice engagée dans le domaine des sciences sociales et sciences humaines, et Stéphanie Devancé qui est enseignante et puis conseillère aussi dans un syndicat. Donc je vous laisse vous présenter peut-être 2 petites secondes, rapidement. Oui, très rapidement. Donc, je suis enseignante. Ça fait une dizaine d'années que je n'enseigne plus parce que je suis détachée dans un syndicat. Donc, je pourrais vous parler de comment on parlait du harcèlement avant que ça devienne un vrai sujet. Et c'est très bien que ça devienne un vrai sujet. Et puis, toute petite précision par rapport au titre, moi je préfère parler de harcèlement à l'école, parce que harcèlement scolaire, on a tendance à penser qu'il y aurait une espèce de spécificité. Or, le harcèlement, c'est le harcèlement, et quand il se produit à l'école, c'est le harcèlement à l'école. Il n'y a pas un harcèlement scolaire qui serait spécifique, même si, effectivement, en fonction du contexte, il peut avoir des particularités. Bonjour, moi je suis Pauline Bouty, je suis également vulgarisatrice sur Internet. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Malbiaisée. Je ne parle pas du milieu scolaire, je parle plutôt de différentes luttes. Je suis là aujourd'hui parce que je suis enseignante dans le secondaire. Je suis professeure d'anglais exactement dans l'enseignement secondaire privé sous contrat de l'État. Et avant, j'ai enseigné également dans le public au niveau primaire. Je suis également, mais je ne viens pas pour ça, une ancienne victime de harcèlement scolaire. Ce n'est pas trop ce dont je vais parler, mais ça permet également de faire le lien de comment ça a été traité avant, comment c'est traité aujourd'hui, et pourquoi moi, en tant qu'enseignante aujourd'hui, c'est important pour moi d'aider mes élèves à parler et à sortir de cette spirale qu'on peut avoir dans l'école au niveau du harcèlement et au niveau du pas de vague dont on a beaucoup entendu parler. Alors moi je suis Shaika Akso, je suis vulgarisatrice en sciences humaines et sociales, plutôt la psychologie sociale, à travers une chaîne et un site qui s'appelle Hacking Social. Par rapport au harcèlement scolaire, actuellement je développe une série sur le harcèlement scolaire, justement pour essayer de mieux saisir ce qu'il y a derrière, les idées fausses qu'il peut y avoir aussi, et les solutions, les pistes qu'on peut essayer de mettre en place. Alors moi je rejoins tout à fait effectivement ce qui a été dit par rapport au fait que le harcèlement scolaire porte peut-être mal son nom, puisqu'il peut donner l'impression qu'il n'est que scolaire et spécifique vraiment au milieu scolaire. C'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et effectivement, comme Pauline aussi, j'ai été enseignante dans le secondaire et ancienne personne victime d'harcèlement scolaire quand j'étais au collège, et c'est pour ça que c'est une thématique aussi qui me tient particulièrement à cœur. Merci. Donc Stéphanie, vous avez vu les choses évoluer sur cette question du harcèlement à l'école. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, en fait, en France, on se préoccupe vraiment de la question du harcèlement que depuis 2011. Il y a eu un rapport d'Éric Debarbieu qui a mis la question vraiment à l'ordre du jour au niveau du ministère. Et moi, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais en poste en classe avec des CM1, CM2, j'ai eu à traiter une seule situation que je qualifierais de harcèlement scolaire, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas passée à côté de situations que je n'ai pas vues. Je prétends absolument pas être parfaite. Mais j'avais la chance d'être dans une école, on en parlera tout à l'heure dans les solutions, où on avait un énorme travail d'équipe. C'était ce qu'on appelait les ZEP à l'époque, c'était avant les REP et les REP+. Il y avait une grande attention aux élèves et un travail d'équipe très, très soudé qui permettait d'être attentif. Et j'avais de bonnes relations avec mes élèves. Et un jour, une maman est venue me voir en me disant j'ai un problème, ma fille m'en a parlé, m'a parlé de quelque chose. Elle n'ose pas vous en parler directement, donc je viens vous voir. Donc déjà, c'est super parce que l'élève avait parlé à sa mère et sa mère avait suffisamment confiance pour venir m'en parler et pas essayer de régler le problème toute seule ou de dire à sa fille débrouille-toi avec ça. Ça, déjà, c'est des bons indicateurs. Et en fait, le cas, alors c'est aussi pour ça que le harcèlement scolaire, c'est problématique, parce que ça se passait en dehors de l'école, mais avec des camarades de classe. En fait, quand elle rentrait chez elle le soir, il y avait deux camarades de classe qui la suivaient,
en ricanant, etc. Et puis une fois qu'elle rentrait chez elle, il s'amusait à sonner. Et sa mère m'expliquait que sa fille était terrorisée parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait et qu'elle était toute seule chez elle le soir, quelques heures avant qu'elle-même rentre du travail. Et que bon, ça angoissait sa fille au point qu'elle avait du mal à dormir, qu'elle n'avait plus envie de venir à l'école. Enfin, voilà, les choses. Alors, on était sur un début. Et bon, à cette époque-là, je faisais un conseil d'élèves toutes les semaines où on parlait des problématiques. Donc, j'ai mis ce problème-là sur la table. Et en fait, quand j'ai prononcé le mot harcèlement, tous mes élèves ont ricané. Parce que pour eux, harcèlement, c'était harcèlement sexuel. À l'époque, le seul harcèlement dont ils avaient entendu parler au niveau par leurs parents ou dans les médias, etc., c'était le harcèlement sexuel. Donc il a fallu redéfinir. Et puis, bon, pour la petite histoire, cette situation qui démarrait et qui a donc pu être prise à temps, s'est tout de suite arrêtée parce que, de fait, les camarades se sont rendus compte que c'était pas drôle. L'élève concerné s'est rendu compte qu'en fait, il pensait faire un jeu et il pensait faire quelque chose de drôle pour eux. Et quand ils ont compris qu'elle avait peur et que c'était pas drôle, et que voilà, donc ça s'est arrêté dans l'œuf. Mais c'était vraiment pas un sujet. Et pour le coup, aujourd'hui, je pense que quand on parle de harcèlement, le mot scolaire vient très vite. Mais là, à l'époque, c'était vraiment. Donc ils ricanaient parce que pour eux, il y avait le mot sexuel qui leur venait en tête. Et vous savez bien que des élèves de 10-11 ans, voilà. Donc c'est la petite anecdote. Et c'était vraiment un non-sujet. Merci. Shaïka, est-ce que vous pouvez nous donner une définition justement du mot harcèlement qui fait consensus et comment cette problématique a émergé en France? Alors, on a à peu près en France, il a été évoqué 2011 effectivement, on a à peu près 40 ans de retard par rapport aux pays nordiques, aux pays scandinaves, où on a vraiment eu des travaux qui ont commencé à émerger dans les années 70, avec notamment Anatole Pikas. Pikas, c'est peut-être un nom qui vous parle, puisqu'on parle de méthode Pikas, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et aussi un autre psychologue qui s'appelle Dan Olweus, et qui a proposé le terme de bullying. Donc, pour traduire rapidement, brutaliser, tyranniser, qui a été traduit en France par harcèlement scolaire, mais qui dans d'autres pays francophones peut être traduit aussi par intimidation. Donc le terme vient de là notamment. La définition qui fait consensus par rapport au harcèlement scolaire, c'est qu'il s'agit de comportements agressifs qui vont avoir 3 caractéristiques. La répétition, donc ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois. Le fait que c'est intentionnel et non pas accidentel, ça ne veut pas dire forcément que les mineurs, que les enfants ont conscience du tort qu'ils sont en train de faire, mais en tout cas, il y a bel et bien une intentionnalité derrière. Et enfin, un rapport asymétrique, c'est-à-dire un rapport de force déséquilibré entre la personne agressée et ses agresseurs. Et ça, c'est important à signaler, puisque quand on parle de harcèlement scolaire, on ne parle pas de simples disputes entre 2 élèves, par exemple, dans la cour d'école, etc. Et c'est important de le dire parce qu'on ne peut pas le régler de la même manière. Il y a des dispositifs qu'on peut mettre en place lorsqu'on a des élèves qui se disputent. On ne va pas mettre les mêmes dispositifs quand il s'agit de harcèlement. Les différentes formes de harcèlement, alors on peut parler de harcèlement physique, ça c'est généralement ce qu'on a en tête, mais ce n'est pas forcément majoritaire en Europe. C'est lorsqu'un élève se fait brutaliser, pousser, frapper, mais aussi lorsqu'il y a une contrainte par la force, par exemple enfermé dans les toilettes. Là on est dans le harcèlement physique, dans la forme physique. Le harcèlement psychologique qui est le plus fréquent, et qui est tout simplement bien des moqueries, des insultes, la propagation de rumeurs, etc. Le harcèlement sexuel, alors là pareil aussi on parlait de harcèlement sexuel, mais il faut aussi un peu l'étendre. Alors bien sûr on pense au comportement physique, on pense aux insultes, mais il faut aussi intégrer toutes les remarques, notamment à l'encontre des personnes LGBT, ou alors des personnes perçues comme LGBT, donc tout ce qui va être homophobie, transphobie, ça rentre dedans aussi. Et enfin, une autre forme, c'est le cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, là, on voit tout de suite quand on parlait justement du problème de harcèlement scolaire, on n'est plus tout à fait vraiment dans le cadre, en tout cas géographique de l'école. Donc on voit les difficultés que ça pose. Et très rapidement, pourquoi c'est une question fondamentale? Parce que les causes du harcèlement sont hautement destructrices pour les mineurs, par rapport justement à des troubles psychologiques qui peuvent se développer, l'anxiété, la dépression, des risques accrus de pensées suicidaires, voire de passage à l'acte, décrochage scolaire, perte d'estime de soi, etc. Et, point important aussi, le harcèlement scolaire va contribuer à renforcer les inégalités sociales de manière générale.
notamment dans les rapports entre les filles et les garçons, entre les personnes qui vont être perçues comme LGBT par exemple, etc. Donc on retrouve finalement vraiment derrière des conséquences qui dépassent très largement le cadre scolaire et qui persistent à l'âge adulte aussi. Donc ça, éventuellement, on pourra peut-être en reparler après. Merci. Justement, on va parler du rôle des adultes dans la question du harcèlement à l'école. Pauline, comment ça se fait que parfois ça dérape sur le terrain ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Pour moi, je vais dire, il y a déjà 3 étapes dans la prise en charge du harcèlement quand on est enseignant ou même parent, mais surtout en tant qu'enseignant. Ça va être tout ce qui est prévention, donc avant, tout ce qui est action au moment T, quand vous êtes témoin d'une scène de harcèlement ou quand un élève vient vous voir et vous expliquer qu'il a vécu quelque chose, et il y a la réparation après, ou j'aime pas le mot, mais punition, comment on réagit après coup, parce que parfois c'est déjà trop tard, ça s'est déjà passé, et vous l'apprenez plusieurs semaines après. Pour la prévention, il y a des choses qui sont mises en place. Aujourd'hui, alors avant, on avait la journée non au harcèlement. Aujourd'hui, on a le programme phare, qui est un programme, Stéphanie vous en parlera peut-être mieux que moi, sur comment ça s'est mis en place, mais qui permet au niveau des établissements scolaires de mettre en place des équipes avec des professeurs référents pour parler du harcèlement, qui peuvent être des repères pour les élèves s'ils sont victimes de harcèlement, et également mettre en place des actions. Lorsqu'on avait la journée non-harcèlement, et qui perdure toujours, on a le concours non-harcèlement qui permet aux élèves d'être acteurs de prévention en créant des spots vidéo ou des affiches sur le harcèlement. Mais pourquoi, malgré qu'on ait tout ça, ça dérape? Et je pense que la première étape, c'est déjà nous en tant qu'enseignants. Heureusement, c'est en train de changer, mais c'est le fameux « c'est pas grave, c'est des affaires d'enfants » ou « ah oui, mais il l'a bien cherché ». Il y a beaucoup de choses à déconstruire chez les enseignants, chez les adultes globalement, à ne pas minimiser ce que l'enfant a ressenti, à ne pas minimiser ce qui se passe, parce que ça va peut-être être des petites choses au départ. On se moque d'un prénom, d'un nom de famille. On dit lui il a des poils alors qu'il est plus jeune que les autres n'en ont pas. Ou elle est plus grande que les garçons. Ça peut être plein de choses. Ou il n'est pas de la même couleur, ou il n'est pas de la même religion, etc. Et en fait, ces petites choses, déjà, vous avez senti que dans ce que j'ai dit, il y a des choses qui vous paraissent plus graves que d'autres. Mais ça peut aller ensuite, on suit le camarade chez lui, on commence à l'insulter, on commence à le frapper. Le premier petit grain de sable dont on vient nous parler, il ne faut pas le prendre à la légère. Et je pense que c'est ça qui est important. Après, il y a d'autres choses. C'est que le programme phare, il est mis en place, mais je l'ai dit au début, moi, je suis dans le privé sous contrat. Il faut savoir que le privé, en particulier catholique, a refusé de participer au programme phare. C'est leur choix. Ils souhaitent garder leur indépendance et mettre en place au niveau local de chaque établissement des programmes individuels. Parfois, c'est excellent. J'ai vu des choses dans le privé qui sont mieux faites que dans le public. Par contre, j'ai vu des établissements où rien n'était fait. Récemment, on a eu beaucoup de bruit dans les médias avec le lycée Stanislas. Je pense que vous en avez tous au moins entendu parler, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est bien la preuve qu'il y a des choses qui manquent. Public, privé, c'est toujours pareil. Et puis surtout, ce qui manque grandement, c'est la formation et les moyens pour les enseignants. Parce que c'est bien, on met en place un programme, mais à quel moment on va nous former? Parce que je vous disais, on minimise, mais quand on n'a jamais été harcelé, quand on n'a jamais été témoin de harcèlement, et que le seul harcèlement qu'on voit comme grave dans les médias, c'est quand un enfant se suicide, effectivement, on va tendance à dire, oui, c'est pas grave s'il se moque juste d'un prénom. Oui, mais ça avait peut-être commencé comme ça. Donc je pense qu'il y a un réel travail à faire au niveau individuel, de vraiment nous remettre en cause notre façon de nous adresser aux enfants, d'adresser leurs souffrances. Il y a un travail à faire au niveau des établissements, de mettre en place des choses, privées, publiques, peu importe, mais vraiment mettre en place des choses. Et au niveau national, de mettre en place des moyens et des moyens de formation pour les enseignants et tous les encadrants du système éducatif. Merci. Justement, Pauline, vous parliez de ces fameuses déconstructions. Peut-être, Shaïka, vous avez des éléments sociologiques à nous apporter justement sur ce rôle des adultes dans la question du harcèlement scolaire? Oui, alors, il est fondamental
mais à la condition déjà de saisir derrière les causes des harcèlements. On parle du harcèlement scolaire, mais on peut poser la question du pourquoi en fait. Pourquoi on a ce type de comportement? On a le cliché classique, c'est parce que les jeunes seraient immatures, ce seraient des personnes, des enfants. On a entendu dans les médias, on a parlé d'ultra-violence. Enfin bref, ça a été dans tous les sens. En ce moment, on a vraiment, et j'insiste, on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on évoquera peut-être la question des médias, mais il y a vraiment une vision qu'on peut qualifier d'adultiste très forte actuellement, où l'enfant est vraiment réduit comme un petit sauvage qu'il faudrait contrôler. Or, quand on va se pencher sur les études, notamment en psychologie, qui abordent le harcèlement scolaire, la principale cause, il y en a plusieurs, mais la principale cause, c'est que c'est souvent lié à des formes de domination sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, conscient ou non, pour les harceleurs, c'est d'acquérir une position sociale supérieure ou de maintenir une position sociale, ou en tout cas d'éviter une position sociale qui sera perçue comme défavorable. Pour le dire très simplement, à l'école, c'est la question soit d'une quête de popularité, ou alors de manière négative, éviter de devenir impopulaire. Ça va dans les deux sens. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que les cadres d'apprentissage, les cadres scolaires sont fondamentaux pour éviter, pour réduire les risques de harcèlement, c'est-à-dire tous les cadres qui vont casser cette logique de domination sociale. Si on ne comprend pas cela, on ne pourra pas lutter contre le harcèlement scolaire. Et c'est là que les adultes peuvent intervenir, justement, en essayant de mettre en place des cadres d'apprentissage qui favorisent davantage l'autonomie, c'est-à-dire que très concrètement, et là je pense que vous allez voir où est le problème par rapport à l'école française, c'est que tous les cadres qui vont favoriser la comparaison sociale, qui vont favoriser la compétition entre les élèves, qui vont être dans des logiques de sanctions, de sanctions, récompenses, etc. Tous ces cadres-là participent à alimenter des tensions dans la classe, des tensions entre les adultes déjà, dans l'équipe pédagogique, des tensions entre les adultes et les élèves, et des tensions évidemment entre les élèves. Et surtout, lorsque l'enseignant se met dans ce rôle vertical, tel qu'il est parfois demandé quand on écoute notamment ce qui est, quand on parle d'autorité de manière verticale à l'école, etc., tout cela peut être vraiment préjudiciable dans ce rapport justement à un cadre beaucoup trop contrôlant. Donc le rôle des adultes aussi, c'est ça. Le rôle des adultes, c'est de réfléchir au cadre qu'on met en place. Évidemment, ça ne signifie pas que les enseignants sont seuls responsables du cadre. On sait très bien que c'est l'équipe pédagogique en général, ça dépend des établissements, c'est au niveau institutionnel, mais c'est vraiment une question fondamentale, puisque le comportement des élèves va être très largement orienté, positivement ou négativement, par ce cadre et par la manière dont se comporte l'adulte. C'est-à-dire que l'enseignant a vraiment, les adultes ont vraiment, peuvent servir de modèle normatif. Prenons un exemple très concret pour revenir à ce qui est évoqué notamment pour Stanislas. Si moi, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignante, je commence à m'autoriser en classe à réprimer des comportements qui me paraissent préjudiciables, et parfois à raison, si je les réprime en m'autorisant par exemple de moquer un élève, en m'autorisant par exemple de lui lancer des piques publiquement, en classe, en m'autorisant à le prendre en exemple négatif, en me moquant de lui parce qu'il a des mauvaises notes, etc., que je fais ça en tant qu'enseignante, eh bien là, on est dans ce qu'on appelle de l'humiliation scolaire. C'est un concept qui a été notamment en France développé par Pierre Merle. Et ce type de comportement-là des adultes va alimenter grandement les harcèlements entre élèves, puisque les élèves, finalement, vont voir une sorte d'effet d'autorisation par rapport aux adultes. Ils vont se dire, voilà, lorsqu'il y a quelqu'un qui semble sortir des clous, qui semble sortir des normes, effectivement, on peut s'autoriser à se moquer de lui, on peut s'autoriser à le prendre à partie, on peut s'autoriser à le pointer du doigt, etc. Eh bien ça vient non pas des enfants, c'est pas une question d'ultra-violence, c'est pas une question, etc. C'est nous, en fait. Il y a un mimétisme par rapport à nos propres comportements et par rapport à ce qu'on renvoie. Et ça, je pense que le cadre scolaire, le comportement des adultes dans l'école, ce qu'on s'autorise ou pas, etc., ça aussi, c'est vraiment à prendre en compte et c'est peut-être l'un des angles morts, en tout cas au niveau médiatique, de la question de la lutte contre le harcèlement scolaire. Merci pour cet éclairage très intéressant.
Pauline, est-ce que vous avez des exemples terrain à nous donner sur justement la mise en pratique des directives nationales? Vous avez déjà parlé de quelques dispositifs, mais est-ce que vous avez vraiment des exemples concrets à nous donner? Des exemples concrets de ce qui est mis Et de vous, dans votre pratique Alors moi, dans ma pratique, dans mon établissement, on n'a pas de référent harcèlement puisque mon établissement n'adhère pas au programme phare. Par contre, qu'est-ce que je fais moi ? Et puis je suis maman aussi, donc je pourrais vous parler de ce qui se fait dans le public puisque mes enfants sont dans le public. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est que, on va dire que pour mes élèves, je suis la référente pour eux, pour parler de certaines problématiques, donc le harcèlement ou d'autres thématiques qui sont compliquées à aborder, des problématiques même liées à leur sexualité, par exemple, parce que j'ai des ados qui sont actifs sexuellement. Je vais avoir tout simplement l'exemple, je l'ai eu récemment, un petit élève en 5e qui, en plein milieu d'un cours, il était tout devant, et on était en train de faire cours, hein, et d'un coup, il me chuchote « Madame, il y a truc et machin, ils n'arrêtent pas de m'appeler comme ci, comme ça », parce qu'il a un prénom d'origine étrangère, et donc il faisait un jeu de mots sur son nom. Comment on fait à ce moment-là ? Parce que je suis en plein cours. A priori, ces élèves-là, quand ils ont la possibilité, en dehors ou même pendant les cours, alors les deux élèves en question étaient de l'autre côté de la classe, donc à mon avis, ce n'était pas pendant mon cours, mais cet élève-là a, au moment où je passais à côté de lui, senti que c'était le moment de me le chuchoter pour pouvoir me le dire, parce qu'il ne voulait pas être vu m'en parlant, etc. Donc je lui ai également chuchoté. Je m'en occupe après la classe. Toi, tu pars avec les camarades, etc. Moi, les deux autres, je les arrête à la fin du cours et je leur parle. Et à la fin du cours, effectivement, j'ai dit, truc, machin, vous venez me voir. Je leur dis, vous faites ça, ça, ça. Votre camarade, il n'est pas bien. En fait, ce que vous faites, c'est du harcèlement. Je sais que vous connaissez ce mot, vous êtes jeune, mais vous connaissez, vous savez ce que c'est, parce que depuis l'enfance, on vous en parle. Depuis que vous êtes en primaire, on vous en parle, je le sais. Et c'est très compliqué parce que ils n'ont pas nié l'avoir fait, mais ils ont nié le fait que ça allait faire quelque chose à leurs camarades, parce que c'est pas si grave. Et peut-être que déjà, il y avait des profs qui avaient dit que c'est pas grave, c'est des jeux d'enfants. Donc je disais, si, c'est grave. Lui, il ne se sent pas bien. Et en fait, ce que vous faites, c'est du harcèlement. Le harcèlement, c'est quelque chose qui est pénalement répréhensible. Donc là, peut-être que c'est que ça, mais en fait, vous allez l'arrêter tout de suite. Parce que moi, ce qui va se passer, c'est que si je vois des choses de harcèlement se passer, j'ai un rapport à faire. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'on arrive là ? Alors, c'est sûr que c'est très punitif. Mais quand on a ce manque d'empathie de harceleurs par rapport à leurs victimes, pour moi, c'est peut-être une étape qu'il faut atteindre. On discute d'abord, mais quand il y a ce manque d'empathie, il faut à un moment donné dire légalement, c'est ça. Légalement, voilà. Moi, je n'ai pas envie d'aller là parce qu'il n'y a aucun intérêt pour vous de vous retrouver dans le bureau du directeur et tout ça, parce que moi, j'aurais fait un rapport à l'administration comme quoi il se passe ça. Donc, à mon avis, ce serait plus intéressant pour vous d'arrêter ça. Je suis très dure dans mes termes quand je parle aux enfants de harcèlement, quand ce sont des personnes qui ont commis des actes de harcèlement, parce que je pense qu'il ne faut pas minimiser ça. Il faut être à l'écoute de ceux qui souffrent, mais il faut savoir être ferme avec ceux qui commettent des actes de harcèlement, parce que déjà, ils ne se rendent pas toujours compte. Hein. Vous voyez, les deux petits-enfants, ils sont en 5e, ce sont des petits. Hein. Vraiment, ils ont 12-13 ans, grand max. Vraiment, ce sont des petits. Ils ne se rendent pas forcément compte. Pour eux, c'est un jeu. Et en plus, ils étaient 2. Donc pour eux, c'est un jeu entre les deux. Et la première chose que je leur dis, c'est « ce n'est pas drôle si tout le monde ne rigole pas ». Et là, votre camarade, ça ne le fait pas rire. Donc je pense que c'est la première chose. Le problème, ça va être quand on va être trop dur. Là, ça devient un vrai problème, parce que ça ne sert à rien de... Par exemple, si j'avais interrompu mon cours pour les engueuler publiquement, là, pour le coup, c'est de l'humiliation. Est-ce que ça mérite vraiment que j'arrête mon cours pour quelque chose qui n'est pas en train de se passer ? Pour dire oui, truc et machin, vous êtes des harceleurs, vous n'êtes pas corrects. Non, on a eu le cas récemment, alors récemment, c'est vrai que le temps passe vite, c'était l'année dernière, d'un enfant qui a été menotté en classe par des policiers qui étaient rentrés, pas dans mon établissement, hein, mais c'est passé dans les médias. Donc un élève qui avait harcelé une élève, je crois, et c'était allé très loin, puisque c'était allé jusqu'à la police, qui était entré dans l'établissement, qui avait menotté devant les élèves l'enfant pour l'emmener au commissariat. C'était un lycéen. Pour moi, c'est complètement disproportionné. Et ça ne peut avoir qu'un effet négatif
sur le harceleur, mais sur les harcelés aussi, et sur les autres élèves aussi qui potentiellement ont été victimes de choses et qui, du coup, vont en prendre peur. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Après, il y a des petites choses avec les plus grands, parce que moi j'enseigne aussi en secondaire, en BTS. C'est là, on est plus dans le dialogue, à leur expliquer toujours, si, là j'ai eu un cas récemment avec un élève qui faisait beaucoup de blagues à sa camarade qui était LGBT. Ils sont amis en plus, hein, mais à un moment donné, il faut que je dise, elle te dit stop, en fait. Et là, je me suis arrêtée en cours, parce que c'était en cours, parce qu'ils sont en autonomie, en petits groupes. Je fais, elle te dit stop, en fait, donc c'est stop. Parce que ce que tu fais, si elle rigole pas et qu'elle te dit tu arrêtes, c'est que tu es en train de partir dans le harcèlement. Toujours la même chose. Une blague, ce n'est drôle que quand tout le monde rigole. Sinon, c'est du harcèlement. Merci beaucoup. Stéphanie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau institutionnel? Quels sont les dispositifs et les directives sur lesquels, les leviers en fait, que les enseignants peuvent utiliser? Alors, au niveau institutionnel, c'est toujours compliqué parce que l'éducation nationale est une grosse machine. Donc, vous avez tous entendu parler du programme phare, on en a parlé depuis le début. En fait, le programme phare, j'ai envie de dire, c'est presque une coquille vide où chaque établissement peut mettre un peu des briques qui lui conviennent. Donc, à la fois, c'est très bien parce qu'un établissement n'est pas le même qu'un autre. Le public accueilli n'est pas le même, l'équipe enseignante n'est pas la même, les moyens ou le degré de prise de conscience n'est pas le même. Donc, c'est bien qu'il y ait une certaine marge de manœuvre et des outils proposés. Et en même temps, quelquefois, on souhaiterait qu'il y ait quelque chose de bien installé, etc. partout. Mais il y a des académies où ils ont un peu bloqué en disant le programme phare, c'est si, ça, mais surtout pas ça, ça, ça. Et là, ça peut aussi poser des problèmes. Donc, dans les deux cas, on se plaint toujours dans l'éducation nationale, soit parce que c'est trop précis, soit parce que c'est trop vague. Bon, mais ça, c'est un peu inévitable. Et après, ce que disait Pauline aussi tout à l'heure est très intéressant, c'est-à-dire que c'est pas parce que, bien entendu, que s'il y a une prise en charge et une stratégie au niveau de l'établissement, c'est beaucoup plus efficace. D'autant que je suis tout à fait d'accord sur le fait que les adultes déteignent et sont des exemples des enfants. D'ailleurs, à ce propos-là, je fais une petite incise. Il y a quand même énormément de harceleurs sur les réseaux sociaux et qui sont relayés dans les médias, qui sont journalistes, enseignants, vedettes, etc., qui agissent au vu et au su de nos jeunes en apparente impunité. On commence à avoir quelques condamnations. Et il faudrait peut-être se poser la question de la responsabilité de tous ces gens-là, les politiques aussi. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, il y a un référent harcèlement, mais par exemple, dans un établissement, si le référent harcèlement est un enseignant qui manque de bienveillance ou avec lequel l'enfant harcelé n'a pas d'atome crochu, peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Voilà. Donc tout ça, c'est très, très, très complexe. Par contre, ce qui est extrêmement positif, c'est qu'on ait la journée contre le harcèlement et qu'on ait ce cadre qui existe. C'est quand même beaucoup mieux qu'il existe que qu'il n'existe pas. Après, il ne sera pas magique. Et on ne repérera pas non plus toutes les situations. Et c'est un travail partenarial, c'est-à-dire que ce travail se fait aussi avec les parents. Et je pense que ce qui est très, très important de faire passer comme message aux parents et aux enseignants et à tous les adultes, c'est qu'il faut absolument que les enfants et les élèves osent parler de tout ça dès que ça démarre à un adulte qui, effectivement, ne va pas dire « ce n'est pas grave, ce n'est que des histoires d'enfants, ce n'est que des chamailleries ». Mais il ne faut pas non plus à l'inverse. Dès qu'il y a la moindre petite chose, et là je pense surtout à certains parents qui manquent parfois un petit peu de mesure, alors peut-être parce qu'ils ont très peur, notamment par ce qui passe dans les médias, de hurler tout de suite au harcèlement, de demander immédiatement un changement de classe, une énorme sanction, etc. Ce sont des mécaniques qui sont compliquées à détailler, et on peut aussi outiller son enfant à comprendre ce qui s'est passé, sans minimiser ni dramatiser. C'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver, parce que si on veut prévenir le harcèlement, ça veut dire qu'il faut qu'on agisse avant que le harcèlement arrive. Et une des questions que se posent beaucoup les enseignants quand on parle de cette question-là, c'est « oui, mais comment je sais, moi, si c'est du harcèlement ou pas ?» Et en fait, moi, ce que je leur réponds quand on fait des réunions syndicales sur ce sujet-là, je dis « à la limite, votre problème, surtout, je pense à la maternelle ou au primaire, je dis, on s'en fiche que ça soit du harcèlement ou pas. Un enfant vient vous confier qu'il y a quelque chose qui le met mal, qui le préoccupe. On décortique avec lui ce qui se passe, on essaye de comprendre avec les élèves concernés ce qui se passe. Et peu importe qu'il y ait l'étiquette harcèlement ou pas, c'est quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut éclaircir et il faut vérifier que ça s'est bien arrêté. Si ça s'arrête,
Ça ne devient pas forcément du harcèlement. Donc au niveau de l'institution, donc on a la journée contre le harcèlement qui est au mois de novembre, avec un concours qui est extrêmement intéressant pour les classes qui s'y engagent. Ce n'est pas du tout obligatoire le concours. Par contre, la journée sur le harcèlement, c'est obligatoire. Alors après, c'est plus ou moins suivi. Que ce jour-là, tous les enseignants parlent avec leurs élèves de cette problématique. Je pense aussi que c'est très important et c'est impulsé aussi par l'institution que quand il y a un événement médiatique, que c'est une occasion d'en parler avec les élèves. Je pense qu'il y a 2 ans, il y avait à la rentrée une histoire de hashtag anti-2010. Donc tous les enfants qui étaient de l'année 2010 et qui arrivaient au collège, il y avait un hashtag qui circulait. Alors en fait, il y avait très peu de harcèlement concret par rapport à ce hashtag. Mais comme la presse en a beaucoup parlé, ça a fait parler. Et c'est vrai que moi, quand au niveau du syndicat, j'étais interrogée par les médias, je disais aux médias que les collèges n'étaient pas à feu et à sang à cause de ça et qu'il faut aussi... Parce qu'eux aussi, ils dramatisent, les médias. Ils ont tendance à dire « oh là là, il se passe des trucs ». Et puis ça peut même déclencher des harcèlements à des endroits où ils n'auraient pas forcément eu l'idée de le faire. Et je dis par contre, c'est une excellente occasion dans cette période de rentrée que tous les professeurs se disent « vous avez entendu parler de ce hashtag, vous savez ce que c'est qu'un hashtag, on peut parler un peu réseaux sociaux, etc. » Et puis de parler du harcèlement et du fait qu'accueillir les 6e en les harcelant, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Et c'est peut-être pas très malin. Et en même temps, c'est très banal. Les 6e qui arrivent et qui se font embêter par les grands, c'est banal. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser faire, mais c'est quelque chose qui arrivait déjà, moi, quand j'étais au collège. Donc, il faut arriver à tenir ce double discours. Et puis, pour finir avec l'institution, cette année, il y a une nouveauté extrêmement intéressante, même si le ministère ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant. C'est que tous les élèves du CP à la terminale ont eu à remplir un questionnaire sur comment ils se sentaient à l'école, qui va permettre de mesurer au fil des années s'il y a des progressions. Donc c'est des questions du type est-ce que tu as souvent du mal à t'endormir quand il y a l'école le lendemain, est-ce que tu as des amis à l'école, est-ce que ça se passe bien en classe, etc. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce questionnaire, alors qui est pour l'instant anonyme, parce que on sait pas. Alors c'est très compliqué quand on démarre ce genre de choses, de savoir ce qu'on peut en faire, etc. et comment gérer la chose. Mais ça permet aussi au directeur d'école ou au chef d'établissement d'avoir une espèce de cartographie de combien d'enfants se sentent vraiment mal dans son école, peut-être à bas bruit. Donc ça, c'est positif, même si pour l'instant, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais j'espère que dans 10 ans, on dira, grâce à ce questionnaire qui sera passé tous les ans, on voit des améliorations ou on voit encore des points à bouger, ou peut-être qu'on va faire évoluer ce questionnaire vers quelque chose de plus... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'empare de la question. Après, voilà, ça ne permet pas de tout résoudre, malheureusement. Merci. Shaïka, avec votre regard en psychologie sociale, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réponses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas? Et est-ce que vous avez aussi, de votre côté, des astuces à donner? Parce qu'on en a déjà eu quelques-unes. Est-ce que vous, de votre côté aussi, vous en avez à donner? Alors, parmi les choses déjà qui ne fonctionnent pas ou qui sont problématiques ou qui sont à risque, contre-productives, tout ce qui va être, alors de manière globale, ce qu'on va appeler les politiques de tolérance zéro, notamment dans la lutte contre le harcèlement scolaire. On peut prendre exemple sur ce qui s'est passé dans les autres pays. Je prends les États-Unis en contre-modèle pour le coup, puisqu'ils sont beaucoup passés par là pendant une période. Donc politique de tolérance zéro, c'est-à-dire dès qu'il y a des tensions à l'école, du harcèlement, ça peut aller très vite, conseil de discipline, l'exclusion, intervention de la police, etc. Donc c'est de ça qu'on parle. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu notamment en 2008, vous devriez retrouver ça facilement, une publication de l'APA, l'American Psychological Association, qui a été publiée et qui fait le point justement sur toutes les politiques de tolérance zéro, d'extra-punitivité, etc., où vraiment on mise tout sur les sanctions notamment. Sanctions-punitions, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon là, c'est très disproportionné. Déjà, ça ne diminue pas les violences. Ça dégrade le climat scolaire, ça augmente les récidives, donc ça fait tout l'inverse de ce qui est censé faire. Décrochage scolaire, ça augmente aussi. Ça accroît les discriminations. Alors ça, c'est un point qu'on n'évoque pas souvent, mais lorsqu'on va être sur vraiment le volet sanctions où on pousse tous les curseurs au maximum, eh bien, dans les pays qui ont mis ça en place, notamment aux États-Unis, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque pour que des mêmes actions, des mêmes comportements agressifs, entre, par exemple, des personnes blanches et non blanches, on ne va pas avoir les mêmes sanctions.
par exemple, les élèves afro-américains vont avoir des sanctions beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus sévères, notamment des exclusions. On va avoir notamment les élèves handicapés. Les élèves handicapés vont davantage être exclus des écoles aussi. Donc ça, c'est des paramètres aussi qu'il faut prendre en compte, dans le sens que on va voir dans la lutte contre le harcèlement scolaire, dans ces objectifs de politique de tolérance zéro, en réalité, ça ne marche pas, c'est contre-productif, et ça va accroître les discriminations. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, la question des formes de domination sociale, puisque c'est ça qu'il faut lutter, en fait, prioritairement, puisque le cœur est là. Le fait de faire intervenir la police, pareil, ça ne marche pas non plus. On trouve notamment aux États-Unis, ils font la même chose par rapport à la lutte contre la drogue. En fait, ça ne marche pas du tout. Ça fait très longtemps que les scientifiques disent que non, il faut arrêter avec ça, mais ils continuent quand même. L'exemple que Pauline a cité tout à l'heure sur le fait de faire intervenir la police en cours pour arrêter un élève, on voit notamment quelque chose de très préjudiciable, c'est que non seulement ça a profondément choqué, potentiellement traumatisé les élèves en classe qui ont vu leurs camarades arrêtés par la police, et ça ne servait strictement à rien d'ailleurs, puisque s'il s'agissait d'une arrestation, pourquoi le faire en cours? Il n'y avait pas d'urgence ici. Mais surtout, ce qui est très, je pense, fondamental à rappeler, c'est que l'élève qui a été harcelé, c'était du cyberharcèlement d'ailleurs, l'élève qui a été harcelé, elle a été harcelée par rapport à de la transphobie. Et la question de la transphobie, puisque c'était une élève trans, la question de la transphobie, médiatiquement parlant, on n'en a pas parlé, ou quasiment pas. Ou parfois, quand on en parlait aussi, puisque j'ai suivi les actualités, on voyait des adultes sur les plateaux qui commençaient à tenir des propos transphobes eux-mêmes. Du style, on ne devrait pas laisser les mineurs faire des transitions. Donc on voit ici le risque dans ce tout répressif qu'il y a à traiter la question du harcèlement scolaire de cette manière-là, puisque ça accroît fondamentalement la discrimination. Alors positivement maintenant, qu'est-ce qui marche? Quand les enseignants sont proactifs, c'est-à-dire quand ils interviennent immédiatement, ça implique déjà de savoir repérer les signaux faibles, et ça implique aussi des formations, parce que tous les adultes n'ont pas forcément l'expérience, la sensibilité, les connaissances pour repérer les signaux faibles. Et c'est beaucoup plus compliqué, ça aussi c'est important, c'est beaucoup plus compliqué de repérer éventuellement des tensions entre les élèves, etc., des harcèlements, lorsque vous êtes au collège, et lorsque vous avez donc une vision parcellaire, puisque finalement on a différents enseignants qui ne voient pas tout, qui ne sont pas toujours présents, contrairement aux primaires, avec des enseignants, des enseignantes qui ont un temps de présence et une connaissance des élèves beaucoup plus importante forcément. Donc déjà, la proactivité des enseignants, le fait qu'ils n'encouragent pas, comme je le disais, tout ce qui va être compétition, tout ce qui va être comparaison sociale, etc. Ce qu'on retrouve notamment dans les pays scandinaves, parce que ça on l'oublie, mais on voit que la France essaie de s'inspirer des pays scandinaves qui sont plus en avance sur nous, sauf qu'il y a un problème, c'est que l'inspiration qu'on prend des pays scandinaves, des pays nordiques et qu'on essaie de plaquer en France, on ne change pas en fait le paradigme de l'éducation nationale en France, qui n'a rien à voir avec l'éducation nationale dans les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, justement, ils sont dans des cadres scolaires beaucoup moins contrôlants, beaucoup plus vers l'autonomie, ce qui n'est pas le cas en France. Donc déjà, on voit que quand on parle de phare, notamment, on voit qu'il y a des problèmes dans sa mise en place, qui ont été soulignés tout à l'heure, mais on voit surtout qu'on est en train d'essayer de plaquer des modèles qui fonctionnent très bien dans des pays parce que ces pays ont changé de paradigme par rapport justement à la scolarité, ce qu'on ne fait pas en France. Donc ça, je crois que déjà, il faut aussi avoir ça en tête. Les sensibilisations sont évidemment importantes. On a des chiffres, hein. Les bonnes sensibilisations permettent de réduire de 20% le taux de harcèlement scolaire dans les écoles, quand c'est bien fait, bien sûr. 20%, c'est pas magique, on est d'accord, mais ce n'est pas rien. On a différentes méthodes. Alors, je vais pas développer, ce serait trop long, mais on a par exemple la méthode PICAS, préoccupation partagée, où là, c'est une approche non punitive. Il ne s'agit pas ici d'accuser un élève de harcèlement, etc. Et ça marche très bien pour prévenir des harcèlements qui ne sont pas arrivés à un degré important. Ça aussi, c'est important, la proportion. On ne va pas traiter des signaux faibles avec des risques de harcèlement de la même manière que si on a un élève, par exemple, qui se fait brutaliser physiquement par d'autres élèves. On va pas avoir les mêmes interventions, ça c'est évident. On a aussi les pratiques qui sont très intéressantes et très faciles à mettre en place. S'il y a des enseignants, des enseignantes qui m'écoutent, vous pouvez faire ça. C'est d'intégrer les thématiques du harcèlement scolaire directement dans la discipline.
Par exemple, en anglais, si vous êtes en train de voir le vocabulaire sur les émotions, voilà Pauline, si vous êtes en train de voir le vocabulaire sur les émotions, bien pourquoi pas partir sur une situation de harcèlement scolaire sur la journée d'un élève qui va par exemple être content le matin, puis ensuite va avoir des brimades, etc. Et ça peut être des occasions comme ça dans ses propres cours, en français, de prendre un texte, pas forcément sur le harcèlement scolaire, mais sur des questions d'intimidation. Donc on peut comme ça, dans toutes ces disciplines, on peut avoir cette réflexion en tant qu'enseignante, enseignant, de se dire, bon, comment je peux, tout au long de l'année, sur cette thématique, on parle du harcèlement scolaire, mais ça peut être les discriminations, ça peut être plein d'autres thématiques, comment je les intègre à l'intérieur. Et ça parle beaucoup mieux. Je fais juste et enfin, un petit insert. Point très positif, moi je suis professeur d'anglais, dans les programmes d'anglais et dans les manuels d'anglais, on commence à avoir ces thématiques qui apparaissent au niveau lycée. Tout ce qui est discrimination y est depuis un petit moment, même le harcèlement, on commence à avoir quelques textes sur le harcèlement qui apparaissent dans les manuels, en particulier en seconde, et ça c'est très très positif. Oui, ça c'est vraiment très bien. Et c'est vraiment important, même si ce n'est pas intégré dans les programmes, même si ce n'est pas dans les manuels tout le temps, etc., de se poser la question comment je peux faire pour en parler justement. Et enfin, donc, tout ce qui va être les cadres d'apprentissage qui favorisent l'autonomie vont à la fois réduire les tensions en classe et vont augmenter la confiance entre les adultes et les élèves et ils vont davantage parler s'il y a des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être à leur écoute, dans le sens qu'ils puissent, par exemple, lorsqu'on commence en début d'année, on parle beaucoup des règles en classe, de la vie de classe, etc. Plutôt que de leur faire signer, par exemple, on va dire, des règles à respecter de manière un peu injonctive, t'as pas le choix, c'est comme ça, pourquoi pas justement prendre du temps pour essayer d'élaborer des règles ensemble, pour qu'ils puissent le comprendre, pour que ça puisse venir d'eux, pour qu'ils puissent avoir aussi la capacité, la possibilité de pouvoir changer la structure dans la classe. Ça, c'est vraiment des exemples très concrets d'apprentissage qui favorisent l'autonomie, plutôt que d'avoir des manières de dire, par exemple, tu dois, tout ce qui va être vocabulaire injonctif, eh bien, on peut avoir plutôt le fait de mettre en avant la possibilité. Tu peux faire ceci, il est possible peut-être d'avoir cette approche. Ça, c'est quelque chose de très simple à mettre en place au niveau de l'enseignant et qui vraiment fonctionne. Éviter tout ce qui va être vocabulaire de l'injonction. Toujours fournir des explications claires et cohérentes. Ne jamais demander à un élève d'obéir à une règle si l'élève ne comprend pas la règle. Si l'élève a quelque chose à redire de la règle, lui accorder le fait de pouvoir en parler. Et pourquoi pas, si jamais sa critique est pertinente, de revoir la règle avec lui. Donc tout cela, ça participe à avoir un modèle horizontal qui est beaucoup plus proche justement des pays scandinaves. Et c'est pour ça aussi que la lutte contre le harcèlement scolaire marche très bien là-bas. Ils ont les taux les plus faibles. Merci beaucoup. Alors, pour les 5 dernières minutes avant les questions, on va aborder la question de ce qui se passe dans les médias. Justement, déjà, Pauline, vous en avez déjà discuté un petit peu. Comment les médias s'emparent du sujet et qu'est-ce qui aide dans la lutte contre le harcèlement scolaire par rapport à ce qui se passe dans les médias et qu'est-ce qui n'aide pas? Alors, pour ma part, ce qui m'embête dans le traitement du harcèlement scolaire ou du harcèlement à l'école dans les médias, c'est que quand on en parle, c'est qu'il est déjà trop tard. En général, quand on en entend parler, c'est quand un élève est mort. Et c'est horrible à dire ça. C'est quand il y a eu un lynchage qui s'est fait dans la rue, devant l'école, quand il y a eu un élève qui a mis fin à ses jours. C'est toujours trop tard. Et l'aspect le plus négatif que ça donne, pour nous, c'est qu'après, on a tendance à minimiser justement les premiers signes. Parce que la représentation sociale qu'on a du harcèlement scolaire, c'est un élève qui en est déjà arrivé au point d'avoir envie de mettre fin à ses jours. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que le harcèlement, c'est pas tout de suite ça. Ça, c'est ce qui va se passer après des mois, voire des années, en fait. Mais il y a beaucoup d'étapes avant. Et je pense que ça, on en parle à la fois trop et pas assez. C'est-à-dire qu'on met beaucoup l'accent sur les choses extrêmement négatives. On ne parle pas de quand c'est beaucoup moins grave. Et surtout, on ne parle pas de quand ça se passe bien. On ne parle pas de quand il y a eu un cas qui a été arrêté dans l'œuf. Parce qu'heureusement, ça arrive. Heureusement, il y a plein de cas où on a des élèves qui commencent à se confier sur le harcèlement et tout de suite, on a des parents, une équipe enseignante, des encadrants quelconques,
des référents, des représentants d'élèves, des parents d'élèves qui interviennent et c'est réglé heureusement. Mais pour moi, c'est ça. C'est surtout qu'on est sur un angle très, très négatif et très morbide du harcèlement scolaire. Stéphanie ? Oui, donc je parlais rapidement tout à l'heure de l'histoire des anti-2010. Donc, bon, le bon côté, c'est que quand c'est pas quelque chose de trop... Parce qu'évidemment, quand il y a un décès, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, hein, c'est plus compliqué. Là, l'avantage de l'histoire du hashtag, c'est qu'on pouvait faire justement une séquence d'éducation aux médias, à l'information et de prévention du harcèlement en même temps. Moi, ce que je trouve problématique aussi, c'est qu'on ne parle pas assez... je suis tout à fait d'accord avec ce que Pauline a dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas assez... on ne pointe pas assez le problème du pas de vague. Moi, j'ai été effarée de lire il y a quelques semaines dans un article de Mediapart, tout en bas de l'article, c'était la dernière phrase, que, alors je ne me souviens plus du prénom de la jeune fille malheureusement, mais c'est un suicide qui a eu lieu il y a quelques années. Et ben, il y a eu un accord passé entre l'académie concernée et les parents, et le frère, il présidait le frère aussi, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que le frère est majeur, contre 30 000 € pour ne pas déposer plainte contre l'État. Moi, ça me scandalise à un point absolu, c'est-à-dire que ça ne devrait pas exister. Ces accords ne devraient pas être possibles. Et s'ils sont possibles, ne devraient pas être envisagés. C'est inadmissible qu'une académie... Enfin, moi, ça m'a vraiment outrée de me dire l'institution doit prendre toute sa responsabilité, d'autant plus quand il y a eu un décès. Mais voilà, il n'y a aucune raison. Ou quand j'ai lu dans les médias que... alors c'est pareil, c'est une histoire qui a fini par un décès, où le rectorat avait envoyé un courrier d'intimidation aux parents. Alors, soutenir les collègues, c'est une bonne chose. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a affaire aussi parfois à des parents qui se servent du harcèlement pour harceler les établissements. Il y a des cas comme ça existe. Donc c'est normal qu'un rectorat soutienne ses personnels. Mais qu'il interdise, en faisant pression à ce que des parents portent plainte, les parents ont toujours le droit de porter plainte, quoi qu'il arrive, même pour une broutille. Un parent qui estime que l'école ne fait pas ce qu'il faut pour son enfant et il pense qu'il doit porter plainte, enfin le droit de porter plainte, c'est un droit, pour moi c'est inaliénable. Après, la police fera son travail, la justice jugera si cette plainte est recevable ou pas, il y aura procès ou pas. Mais moi, la journaliste m'a dit, vous pensez que ces parents ont eu raison de porter plainte ? J'ai dit, mais j'ai pas à penser de savoir s'ils ont raison ou pas. Tout un chacun a le droit. Alors, on peut regretter la judiciarisation, on peut trouver que c'est pas forcément adapté, mais on ne peut pas dénier à quelqu'un le droit de porter plainte. C'est vraiment une façon. Et là, en gros, dans la lettre, moi, ce qui m'a surtout choqué, c'était pas tellement le soutien à l'équipe, parce que la rectrice ne savait pas ce qui se passait et elle peut soutenir inconditionnellement son équipe. Peut-être qu'elle aurait pu le faire de façon un peu plus prudente, mais de dire aux parents, vous êtes malveillants, vous êtes vilains, parce que, alors bien sûr, c'était pas dit comme ça, mais à peu près, parce que vous avez dit que vous alliez porter plainte, même à la limite, ça aurait été bien de dire, si vous pensez utile de porter plainte, déposez plainte, c'est votre droit. Enfin, on n'a pas, et puis on n'a pas à s'adresser aux parents de cette manière-là. Enfin, c'est inadmissible que les parents aient tort ou raison. Et je pense que l'institution ne tient pas son rôle à tous les étages à ce niveau-là. Et puis, effectivement, les enseignants ont besoin d'être outillés, accompagnés, et ça serait bien qu'ils soient suffisamment nombreux, avec des classes pas trop chargées. Je suis désolée, la syndicaliste revient toujours au bout d'un moment. Qu'il y ait des psychologues scolaires en nombre suffisant dans les écoles, qu'il y ait suffisamment de surveillants dans les établissements, parce qu'on ne peut pas dire ça échappe aux adultes, les adultes ne font pas ce qu'il faut, quand ils n'ont pas les moyens et qu'ils sont eux-mêmes sous l'eau, eux-mêmes pas bien, eux-mêmes déprimés, etc. Et je voulais terminer en vous conseillant un film qui s'appelle Un monde, qui a été fait par une réalisatrice belge, qui a eu plein de prix et qui est très peu sorti en France, mais qu'on trouve facilement en VOD, où c'est filmé à hauteur d'enfants, ce sont des enfants de primaire, ça se passe dans une école belge, et on comprend très bien comment les adultes peuvent passer à côté. Alors, trigger, surtout si vous êtes victime de harcèlement vous-même, c'est peut-être pas une bonne idée de le regarder. Mais par contre, si vous voulez en parler avec vos enfants et éventuellement le regarder avec vos enfants si vous sentez qu'ils sont... Le film est dur, mais il est regardable par des enfants ou avec des extraits pour des enseignants. Je trouve qu'en tout cas, en tant qu'adulte, c'est un film à regarder pour comprendre à quel point on peut passer complètement à côté de ce qui se passe entre enfants. Et c'est un film très parlant. Merci beaucoup, Shaïka. Deux petits mots sur la question des médias.
Oui, alors très rapidement, puisque beaucoup de choses ont été évoquées, alors je ne vais pas revenir non plus sur la vision très stéréotypée des jeunes, sur l'adultisme, sur la question du suicide aussi, qui alors effectivement, c'est important d'en parler. Par contre, et ça concerne les suicides en général, pas simplement par rapport au harcèlement scolaire, les médias font très souvent une faute assez grave de décrire les méthodes de suicide. Ça, faut pas faire. Médiatiquement, faut pas faire. Parler de suicide, sensibiliser, en parler, oui, mais pas n'importe comment. Concernant le harcèlement scolaire, dès qu'il est question de parler du suicide, et justement, Pauline le disait, là on en arrive vraiment à des choses dramatiques extrêmes, c'est trop tard. Le risque aussi, c'est que du coup le harcèlement scolaire, c'est qu'on va le définir, donc les personnes qui vont être extérieures, ils vont le définir par le degré de souffrance de la personne agressée. Et ça, il ne faut pas faire non plus. L'idée, c'est justement de pouvoir repérer les signaux faibles avant qu'il y ait des souffrances extrêmes de la part de l'enfant. Donc ce n'est pas parce que, par exemple, on va considérer que, bon, ça, oui, l'enfant a été moqué, etc., mais ça a l'air d'aller, donc ce n'est pas vraiment du harcèlement scolaire. Non, ça, il faut éviter aussi. Ça, je pense qu'il peut y avoir cette déformation médiatique. Et enfin, donc plusieurs choses. Il a été évoqué notamment la défense de l'institution au détriment des élèves, au détriment des enfants. Et ça, je crois qu'il faut qu'on puisse avoir conscience que très souvent, lorsqu'on va mettre en avant des dispositifs qu'on va croire fonctionner, qui en fait, la littérature scientifique nous montre que non, on peut se poser la question suivante. Les dispositifs qu'on veut mettre en place, est-ce que c'est pour nous rassurer, nous, en tant qu'adultes, quand on veut mettre la police dans les écoles, etc., lorsqu'on veut mettre des uniformes scolaires? Les uniformes scolaires, ça ne marche pas du tout, hein, que les choses soient bien claires. Par contre, on sait que les uniformes scolaires et la police dans les écoles, ça rassure les adultes, au détriment des élèves. Et ça, c'est aussi important à rappeler. Donc, je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Quel est l'objectif dans la lutte contre le harcèlement scolaire? Est-ce qu'il s'agit de faire correspondre finalement, de nous rassurer nous en tant qu'adultes? Est-ce qu'il s'agit de mettre en avant peut-être sans qu'on s'en rende compte, et ça je pense que c'est important aussi dans les médias à rappeler, c'est que le harcèlement scolaire est indéniablement lié à des visions idéologiques. La manière dont on va voir l'école, les enfants, la question de l'éducation, tout cela va paramétrer aussi la manière dont on va voir et parler du harcèlement scolaire. Donc c'est important aussi qu'on n'oublie pas que le harcèlement scolaire est une question politique. Il y a un moment, il faut qu'on assume aussi un petit peu ça. Plutôt que de se dire on va laisser l'idéologie de côté, etc., et on va s'imaginer neutre. Non, non, non. Il y a indéniablement des visions qui finalement ne peuvent pas coïncider. Entre avoir une vision très autoritaire de l'école et avoir une vision plutôt vers l'autonomie, ça ne coïncide pas en fait. Donc il y a un moment, il faut assumer aussi un petit peu dans ces discours. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment cet aspect politique aussi qui est à développer, à assumer, et à ne pas tout mélanger entre nous, ce qu'adultes on pense, on croit, on voit, et l'intérêt de l'enfant qui doit primer en fait. Merci beaucoup. Donc il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions et je n'ai pas de micro mobile. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Il y a une question là-bas au fond et une autre là. Peut-être vous pouvez venir? Oui, oui, je la redirai tout fort s'il faut. Merci pour cette intervention très intéressante. J'ai une question. On sent qu'il y a quand même un mouvement assez autoritaire et réactionnaire qui apparaît actuellement en France, avec l'idée qu'il faut taper du poing sur la table, mettre des couvre-feux, etc. Et quand on dit que pour lutter contre le harcèlement, il faut de la confiance, de l'écoute, de l'autonomie, beaucoup de gens vont dire ah mais non, mais ça c'est un truc de bobo, etc. Est-ce qu'il y aura un moyen d'expliquer en fait en quoi cette approche beaucoup plus empathique et compréhensive limite le harcèlement, pour montrer un petit peu le raisonnement, pas juste dire bah, on a des études pour que ça marche, mais en fait, qu'est-ce qui. En fait, par exemple, pourquoi est-ce que le fait d'avoir des forces de l'ordre dans les classes, ça augmente le harcèlement? Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer par étapes en quoi ça a l'effet contraire de ce que l'on souhaite combattre? Est-ce que Shaika, peut-être ça. Ouais, est-ce que vous avez juste entendu? la fin, je suis vraiment désolée. Vous n'avez pas entendu? Je n'ai pas entendu le début. En gros, je vais résumer en quoi le fait de faire intervenir les forces de l'ordre va accroître l'effet plutôt que de résoudre les choses. Alors, en fait, il y aurait beaucoup de choses à développer, mais je vais me concentrer sur un point qui est assez facile à comprendre. Ce qui est au cœur du harcèlement scolaire, c'est notamment la confiance entre les adultes et les élèves, et la possibilité pour les élèves de pouvoir parler aux adultes lorsqu'il y a des problèmes ou lorsqu'ils estiment qu'il y a un problème.
Lorsqu'on fait intervenir, par exemple, alors que ce soit la police dans les écoles, ou lorsqu'on va être vraiment dans un cadre assez répressif, eh bien, l'idée, c'est de dissuader les élèves d'agir de manière violente, par exemple. Alors, effectivement, ça a un effet dissuasif, ça c'est confirmé. Le fait d'être dans cette répression-là, ça a un effet dissuasif, mais pas celui qu'on pense. Ça dissuade les élèves de parler aux adultes. Donc voilà pourquoi ça augmente. En tout cas, soit ça ne résout rien, soit potentiellement ça augmente. Prenons un exemple très simple. On va se mettre à la place d'élèves. Imaginez, vous êtes au lycée. Vous êtes un élève et vous avez votre meilleur ami. Vous l'aimez beaucoup, votre ami, mais il a un comportement qui parfois est vraiment pas bien par rapport à un autre élève. Ça vous chagrine, vous essayez de le raisonner, ça marche pas du tout. Et vous savez vraiment pas quoi faire. Et vous vous posez la question, est-ce que je devrais peut-être en parler à un professeur? Parce que vous voulez pas qu'il arrive du tort à votre ami non plus. On est bien d'accord là-dessus. La question est la suivante, et ça c'est un exercice de pensée que je vous invite à faire. Est-ce que vous pensez, dans un cadre où vous savez qu'il pourra y avoir potentiellement directement un conseil de discipline, une exclusion, voire pourquoi pas l'intervention de la police, ou dans un autre cadre où vous savez qu'en parler à un adulte, ça va permettre déjà d'avoir une autre personne pour essayer de résoudre un problème sans passer par un cadre répressif, etc. Dans ces deux cas-là, est-ce qu'à votre avis, dans le premier cas, est-ce que vous allez être plus à l'aise à aller en parler à un adulte par rapport au deuxième ou inversement? Donc ça, c'est un exercice de pensée que je vous invite à faire. Et là, je pourrais aussi parler de plein d'autres facteurs, et j'en reviendrai dans mes vidéos d'ailleurs plus tard, puisque je fais une série actuellement. Mais voilà un exemple très concret. Pourquoi le fait de mettre en place une politique de tolérance zéro casse la confiance adulte-élève, et pourquoi ça dissuade les élèves de parler des problèmes. Je rajoute juste, en tant qu'harcelé, la première chose qu'on veut, c'est que ça s'arrête. C'est pas que le harceleur il finisse en prison. Voilà. Donc concrètement, si vous voyez la police arriver et menotter votre harceleur, en fait, vous allez juste prendre peur et plus jamais parler. Exactement. Oui, bonjour. Ma question est surtout pour Shaika. Je voudrais savoir, est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de cercle vicieux qui est en train de se former avec d'anciennes victimes de harcèlement et d'anciens harceleurs qui sont arrivés dans des sphères plus ou moins élevées de la société et qui, par leur comportement, vont mettre une atmosphère permissive pour le harcèlement? Alors, est-ce qu'on a un cercle vicieux dans le harcèlement? La réponse est oui, effectivement. On a un cercle vicieux à tous les niveaux, notamment le fait qu'une personne qui a été harcelée peut devenir à son tour harceleur. Pour plein de raisons, notamment par le fait que certains harceleurs peuvent avoir eu par le passé subi des brimades, des violences, etc. et vont développer des stratégies inadaptées, mais qui vont, elles, être perçues comme protectrices, c'est-à-dire, bon ben voilà, plutôt que d'attendre de me faire insulter, etc., je vais directement attaquer, je vais directement écraser quelqu'un. C'est pas comme ça que c'est pensé, bien sûr, mais pour quelque part me protéger de ce qui va se passer. Et très souvent, tout cela, les personnes ne s'en rendent pas compte. Par rapport à ma série sur le harcèlement, j'ai des témoignages d'anciens élèves qui me racontent, et c'est très courageux de leur part, qui me racontent, voilà, je suis une ancienne victime de harcèlement et j'ai été après harceleur, à mon tour. Et ça leur fait très mal d'ailleurs de le reconnaître, puisque vous imaginez. Donc, on a ce cercle vicieux-là, et effectivement, il n'y a pas à séparer la question du harcèlement qu'on peut retrouver à l'école, des harcèlements qu'on va retrouver dans des cadres professionnels, etc. On a des spécificités, ça c'est indéniable, on ne peut pas non plus faire des équivalences absolues, mais on a quand même des motifs et des moteurs similaires, notamment du côté des adultes. Et je vais peut-être redonner la parole à Stéphanie qui pourra en parler mieux que moi, notamment sur la question du harcèlement, du cyberharcèlement. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu veux répondre aussi par rapport à la question. Oui, juste rapidement, parce que là, de toute façon, il va falloir laisser la place, j'imagine, à la suivante. J'ai été moi-même victime de cyberharcèlement adulte, pas du tout enfant, par des collègues, alors pour des raisons syndicales et de divergences pédagogiques. On peut arriver à se faire harceler aussi là-dessus. Et je me suis rendu compte, en étudiant mes harceleurs sur les réseaux, que la plupart parlaient du fait qu'ils avaient été harcelés dans leur scolarité. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Alors après, c'est un épiphénomène sur ma propre expérience, mais
il y a une espèce peut-être de revanche. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui s'auto-entretient. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi des adultes qui ont l'air d'agir en toute impunité. Parce qu'on parle de tolérance zéro pour les enfants, effectivement taper du poing sur la table. Les dernières décisions, moi, ça me terrifie parce que c'est... Alors, c'est surtout démagogique, donc j'espère que ça ne sera pas trop fait dans les faits. Mais en tout cas, dans la tête des gens, c'est pour arrêter le harcèlement, il faudrait resserrer la vis. Alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut laisser faire. Et la tolérance zéro, pour moi, c'est de ne pas laisser passer la moquerie, le prénom déformé, etc., dans la classe, sur le moment, en toute bienveillance, en disant non, ça ici, c'est pas possible. Et puis, si la toute bienveillance ne suffit pas, de dire stop, comme tu l'expliquais tout à l'heure. C'est ça la tolérance zéro. C'est pas faire venir la police, c'est pas mettre des sanctions, c'est pas écrire sur les livrets et les diplômes des enfants qu'ils ont un comportement à l'école qui n'a pas été correct. Vous imaginez tous les gens qu'on a là actuellement à des postes élevés, si on nous expliquait, on nous transmettait les remarques de leur comportement à l'école. Enfin, c'est pas acceptable. On peut pas juger les gens comme ça. Merci beaucoup. On est arrivé au bout, je suis désolée, c'est 10h, il y a la table ronde suivante qui arrive. Merci pour tout.